Pierre Lacroix. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une fois encore, merci de cette occasion qui m'est offerte de m'adresser au Conseil de sécurité après la publication du dernier rapport en date du secrétaire général. Depuis mon dernier exposé, il y a un mois de cela, des faits nouveaux importants sont survenus au Soudan du Sud qui exigent une attention toute particulière, étant donné le fait que le pays reste fragile. Tel que décrit dans le rapport, l'impasse politique entre les principaux signataires de l'accord de paix revitalisé reste à l'origine de tensions exacerbées, lesquelles se manifestent par des confrontations armées dans plusieurs régions du pays. Ces dernières semaines, nous avons été témoins d'une montée flagrante de la violence, en particulier au Jonglei, avec des affrontements entre les forces de l'opposition et le gouvernement. Les deux parties indiquent qu'elles agissent en légitime défense, tout en se préparant à la possibilité d'hostilités à grande échelle. Les rapports faisant état de bombardements aériens, de discours incendiaires, les déplacements de masse, les restrictions graves à l'accès humanitaire constatées au Jonglei suscitent les plus vives préoccupations. Les communautés qui se souviennent trop bien des violences de 2013-2016 ont repris le chemin du déplacement. Plus de 280 000 personnes ont été déplacées du fait des combats dans le Jonglei, selon les sources gouvernementales. Le 25 janvier, les forces gouvernementales dans le Jonglei ont demandé le déplacement temporaire des civils ainsi que du personnel humanitaire et de l'ONU depuis plusieurs comtés du Jonglei, notamment de la base la Minus d'Akobo, citant une opération militaire qui se préparerait. 2 jours plus tard, le porte-parole du gouvernement a nié avoir émis cette directive tout en réitérant le fait qu'il coopérait avec ses partenaires. Nous sommes également préoccupés par les rapports faisant état de discours publics incendiaires attribués au général Johnson Oloni-Tobo, chef adjoint en charge du désarmement de la mobilisation des forces sud-soudanaises de défense du peuple, même si le gouvernement a indiqué qu'il ne s'agissait pas là d'une politique officielle. Ces discours ne font que jeter de l'huile sur le feu, sachant que la situation est déjà instable, et atteste de la nécessité de faire preuve de retenue et d'assurer la protection des civils. Monsieur le Président, le Conseil des pays de sécurité de l'Union africaine ainsi que l'IGAD ont exprimé de vives préoccupations face à l'escalade des hostilités. Ensemble, nous avons aussi établi très clairement qu'il n'existe aucune solution militaire à la situation et que l'accord de paix revitalisé restait le seul cadre viable pour établir la paix et la stabilité. C'est dans ce contexte que nous, l'ONU, l'Union africaine et l'IGAD avons réitéré notre position, à savoir que toute modification à l'accord revitalisé exigeait un processus inclusif et consensuel. Par conséquent, nous restons préoccupés par les récentes initiatives unilatérales visant à modifier l'accord, notamment les propositions visant à renvoyer des tâches en suspens essentielles telles que l'établissement d'une constitution à la période après les élections. Dans ce cas-là, ces changements modifierait la primauté de l'accord ainsi que sa place par rapport à la législation nationale. Les SPLM dans l'opposition, principal signataire de l'accord, ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre part à ces discussions, étant donné les procédures légales en cours impliquant le premier vice-président Riek Machar. Le parti a continué de contester ces initiatives et a réitéré sa position, à savoir que sa participation au dialogue politique était subordonnée à la libération de M. Machar. Nous prenons acte des efforts déployés au plan régional afin de relancer le dialogue, notamment en cas du processus actualisé de Toumaïni, qui insiste sur la tenue d'élections, jalon important, ainsi que le comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan du Sud, le C5, qui a proposé une retraite à Pretoria pour imprimer l'élan nécessaire au processus. Le président Kiir a aussi constitué un comité destiné à lancer un processus de consultation sur 45 jours et qui traitera des questions liées aux élections. Cependant, les SPLM-A dans l'opposition en ont été exclus. Si ces efforts sont à saluer, le dialogue et le consensus entre Pardonnez-moi, j'ai un écho, dit M. Lacroix. Je poursuis. Si ces efforts sont à saluer, le dialogue et l'établissement du consensus entre tous les signataires et toutes les parties prenantes à l'accord restent le seul moyen de sortir de l'impasse actuelle
et d'envisager une cessation tangible des hostilités sur le terrain. Parallèlement aux cadres régionaux existants, le respect des cadres régionaux existants sera important pour assurer la complémentarité et l'efficacité. Le Soudan du Sud reste un des pays les plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires. En 2025, 350 attaques ont visé le personnel et les installations humanitaires, contre 255 l'année précédente. En dépit des assurances données par le gouvernement, les partenaires font état de contraintes constantes en matière d'accès, notamment dans les zones détenues par l'opposition. Ces contraintes interviennent alors que le pays enregistre sa première flambée de choléra. Plus de 98 000 cas ont été signalés depuis le début de la flambée en septembre 2024. La situation se détériore encore avec la résurgence du choléra dans l'état de Jonglei, où le nombre de cas augmente régulièrement. Les restrictions en matière de vol et les mouvements empêchent les évacuations médicales et la fourniture d'une aide vitale aux communautés vulnérables. Parallèlement, des rapports font constamment état d'attaques, de pillages de centres de soins, de bureaux humanitaires, de véhicules et d'autres moyens essentiels, ce qui nuit à la réponse face au choléra et aux opérations humanitaires de manière générale. Un grand nombre de personnes trouvent abri dans des zones ouvertes ou des structures de fortune, n'ayant qu'un accès limité aux vivres, à la santé, à la protection. La violence à Uror et Niorol a contraint à la fermeture de 24 sites de nutrition, privant 7 868 enfants de soins, dont 2 633 souffrant de malnutrition aiguë sévère, privant aussi de soins 2 764 femmes enceintes et allaitantes. 8 centres de soins au moins ont été touchés. Plus récemment, le 3 février, un hôpital à Lankien a été frappé par une frappe aérienne, laquelle a détruit des biens médicaux essentiels et a blessé du personnel. Un centre de soins à Pierry, Conti d'Uror, a été pillé le même jour, contraignant les humanitaires et les membres de la communauté à fuir. Ces installations fournissent des soins de santé essentiels à plus de 25 000 personnes. Entre le 30 janvier et le 1er février, des barges humanitaires transportant des articles vitaux destinés à 73 000 civils ont été attaqués et pillés au Nil supérieur. Ces incidents suscitent des vives préoccupations alors que plus de 10 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, dont 7,5 millions en situation d'insécurité alimentaire, plus de 1,3 million de réfugiés et de personnes de retour du Soudan. J'exhorte le Conseil à envoyer un message clair à l'unisson. Les attaques sur les centres de soins, le personnel médical et le personnel humanitaire, leurs infrastructures, leurs moyens sont inacceptables. Les parties doivent s'engager à garantir un accès humanitaire durable, prévisible et sûr dans tout le pays. J'exhorte aussi le financement de l'aide humanitaire à la hauteur des besoins en accordant la priorité au plan de réponse aux besoins humanitaires au Soudan du Sud. À la lumière de ce qui précède, la MINUS arrive à la fin de ses mesures de réduction des coûts tout en s'efforçant d'exécuter son mandat. Il travaille toujours avec les dirigeants politiques au niveau national et sous-national pour apaiser les combats, mener des patrouilles et dissuader les attaques pour protéger les civils. La MINUS travaille toujours plus avec les réseaux de femmes, les ligues de femmes, les principaux partis politiques, les plateformes de femmes de la société civile à l'appui de la participation au dialogue politique et à la gouvernance. Dans l'état d'unité, lorsque la violence à Bakour a entraîné une propagation des tensions dans le camp de déplacés de Bentiu et que la SSPDF a déployé de l'artillerie lourde dans la zone tampon, la MINUS est intervenue rapidement, déployant des forces, travaillant avec les partis, contribuant à la désescalade d'une situation potentiellement très dangereuse et sauvant probablement de nombreuses vies. Sur fond de besoins qui augmentent, les mesures de réduction des coûts ont déjà entraîné une baisse significative des capacités opérationnelles et des contraintes à l'exécution des mandats. Les patrouilles de protection ont par exemple dû être réduites de 40%, là où le déploiement des forces diminue, et de 70% dans les zones où les bases ont été fermées. Les patrouilles terrestres de longue durée ont diminué de 3 à 4 mois pour passer de 1 à 2 mois. 40 missions de surveillance des droits humains ont été annulées dans les zones où des affrontements ont été enregistrés. Aujourd'hui, la situation à Kobo nous montre à quel point la situation est difficile. Bien que la base soit censée être fermée d'ici mars,
Au titre du plan de réduction de l'escalade des combats au Jonglei exige de la mission qu'elle déploie des renforcements. Vous aurez aussi vu les rapports faisant état d'établissement par la MINUS de bases opérationnelles temporaires au nord de Bor, dans l'état de Jonglei. Dans une zone largement contrôlée par l'opposition, notre présence est un facteur de dissuasion. En effet, elle aide à prévenir les bombardements dans la ville et autour. Pour nombre de civils, Akobo pourrait devenir un îlot de sécurité relative, alors que l'insécurité est vive jusqu'à sa fermeture. Pour atténuer ces contraintes, la MINUS s'est adaptée, dans la mesure du possible, adaptant ses opérations pour accorder la priorité à la protection, à la facilitation humanitaire et à la réponse rapide. La mission revoit la voilure de ses opérations pour utiliser les ressources disponibles au mieux, pour accompagner les communautés affectées et les institutions et fournir des services essentiels. À titre d'exemple, étant donné les réductions du nombre de bases et des contingents, la composante de la force dépendra davantage des patrouilles sur les points chauds, en vertu de cycles de planification plus serrés qui exigent davantage d'intégration avec les factions civiles et les bureaux sur le terrain. Les affaires civiles dépendent davantage des ONG partenaires pour saisir l'évolution de la situation et poursuivre ces activités. Les tendances sont claires. La présence de la MINUS reste extrêmement importante. Elle est importante pour les populations que nous protégeons. Elle est importante pour nos partenaires humanitaires, lesquels sont aidés par nous. Sa présence est aussi importante dans le cadre du processus de paix que nous soutenons et auquel nous participons activement. À la lumière de ce qui précède, Monsieur le Président, la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité, doit faire en sorte que les acteurs politiques du Sud-Soudan s'éloignent de ce précipice dangereux, retrouvent le chemin du dialogue, dégagent un consensus sur la marche à suivre. Le nouvel élan constaté dans la région, les efforts déployés par l'Union africaine, l'IGAD et les voisins du Soudan du Sud sont louables et doivent être soutenus. Exige le soutien du Conseil de sécurité en ces heures clés. Une approche coordonnée forte de la communauté internationale contribuera à préserver l'intégrité, la suprématie de l'accord revitalisé et aboutira à terme à l'application couronnée de succès des dispositifs de sécurité et à la tenue d'élections libres, équitables et inclusives au plan national. Que les choses soient claires. En l'absence de consensus, sans la participation de tous ceux et celles qui ont placé tous leurs espoirs dans le processus de paix, dans les 10 États du pays, toute élection risque de perdre en crédibilité et mérite donc davantage notre soutien. Les conditions évoquées par le secrétaire général pour tenir des élections pacifiques et crédibles restent tout à fait valables. En conclusion, je rappelle l'importance de cette mission qui doit rester pleinement opérationnelle et robuste en dépit des circonstances difficiles que nous connaissons. Le soutien continu du Conseil à la MINUS permet à la mission de continuer de relever l'ensemble des défis que je viens de décrire.